Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 janvier 2019. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai à peine commencé cette nuit. Mais Pierre Bayard, dans son livre Comment parler des titres des livres qu'on n'a pas lus, je pense que c'est ça le titre exact, eh bien, il nous en fait excellemment la démonstration. Un lecteur de poids mi-moyen, on va dire, est capable de... Qu'est-ce que j'entends par là, un lecteur de poids mi-moyen? Ah ben, c'est un lecteur qui lit en moyenne une cinquantaine de livres par année, de bons livres, hein, n'est-ce pas? Et, euh, et ça depuis, je dirais, minimum 10 ans. Après 500 livres de bonne qualité, on peut se qualifier de lecteur mi-moyen. Alors, il nous explique, Pierre Bayard, livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, ceci étant dit. Alors, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu, mais dont je devine le contenu. Alors, je vous le montre tout de suite. Et puis, quant à Pierre Bayard, eh bien, forcément, moi, je n'ai jamais été capable, j'ai commencé quelques pages et j'en ai eu assez, j'ai pas été capable de le lire. C'est Melville, c'est Moby Dick de Melville. Mais je peux vous parler du capitaine Achab, hein, qui n'avait qu'une jambe, me semble-t-il. Je peux vous parler du cachalot, ce n'est pas une baleine, c'est un cachalot. Et de la terreur que ce cétacé fait régner sur le bateau. Parce que les références à Moby Dick, dans tous les livres que j'ai lus, abondent. Alors avec un minimum de mémoire ou un usage modéré de la mnémotechnique, c'est-à-dire la capacité à se souvenir, hein, la technique de se remémorer, donc la capacité à se souvenir, je pourrais, non pas vous entretenir de longues minutes sur Melville ou sur Moby Dick, mais je pourrais assurément donner le change pendant quelques minutes. Et comme la plupart des gens sont très courtois, surtout les lecteurs mi-moyens, ils n'iront pas vérifier la validité, la qualité de mes réflexions, de mes observations. Et c'est possible, eux autres aussi, qu'ils soient pris dans le même phénomène de, de pouvoir vous entretenir très brièvement de livres qu'ils n'ont pas lus tout en donnant l'impression qu'ils les ont lus. Alors on se retrouve avec deux vis-à-vis, deux interlocuteurs qui ont cette capacité d'éviter de dire qu'ils n'ont pas lu l'auteur en question, tout en donnant l'impression qu'ils l'ont lu. Et comme personne ira vérifier ni d'un côté ni de l'autre, eh bien tout le monde est content de la transaction. Transaction dans le sens du traitement que l'on se fait les uns par rapport aux autres. Alors celui-ci, mais je vais le lire. Je l'ai commencé cette nuit, ouais, parce que maintenant m'arrive de me réveiller la nuit. Ouais. Se réveiller la nuit, c'est se préparer à mourir, n'est-ce pas? Je pense. La nuit, il y a aussi cette image-là des turbines de l'inconscient qui fonctionnent, hein, de grandes machines à laver. On, on récupère les impressions du jour, on les décortique, on les classe, on les laisse en jachère aussi, on les laisse fermenter, on les laisse sourdes, on les laisse filtrer, on les laisse couler, on les laisse se transformer en rhizome, en rivière, on laisse le travail du jour se faire la nuit. Hein. Le jour se vit mieux la nuit et les effets du jour se font mieux sentir la nuit. Le corps est immobile. Nous sommes plongés dans une sorte de torpeur tranquille où les machines, l'inconscient machinique peut carburer à plein. Et l'inconscient machinique, on le sait, c'est un vaste réservoir d'images, d'impressions, d'affects, de sensations, de réflexions, de rébus, de boucolés, de bourrimés, d'images assorties, de métaphores. Et ça, et ça carbure à plein régime.
S'il n'y a pas ce travail-là d'inconscient, si les machines à laver de l'inconscient ne fonctionnent pas, je pense qu'il y a une déconnexion qui se fait entre la partie consciente et la partie inconsciente de la psyché. Et cette déconnexion-là se retrouve dans les actions quotidiennes. Hein. Et puis ça peut prendre la figure concrète d'actes manqués, de lapsus, d'une sorte d'inconscience. Et ça, c'est qui se vit au grand jour. Et c'est la nuit qui, tout à coup, sort les griffes dans la pleine lumière. Et c'est le travail de l'inconscient ne s'étant pas fait, eh bien, cet inconscient-là se rappelle dans l'univers diurne. C'est le nocturne qui, tout à coup, à l'instar de Saturne dévorant ses enfants, c'est le nocturne qui dévore le diurne. Voilà. Donc, contre le colonialisme numérique, manifeste pour continuer à lire de Roberto Casati. Et le livre a été publié, je vais vous dire ça, j'en ai lu une vingtaine de pages, tout au plus. La première édition italienne a été publiée en 2013, donc il y a 6 ans, on va dire 5. Et déjà en 5 ans, les choses se sont précipitées. L'auteur d'emblée nous dit qu'il n'est pas contre le numérique. Il n'est pas contre du tout. Et ce qu'il veut défendre, en tout cas ce que j'ai compris dans la préface, c'est de protéger les conditions de lecture. Parce qu'en fait, on se rappelle, je vais citer, moi je cite tout croche, j'ai pas de mémoire dans les citations. C'est Bernanos qui disait que la vie moderne était une sorte, je cite de mémoire, hein, la vie moderne était une sorte d'attentat permanent. Je ne sais pas du tout la citation, mais c'est pas grave, l'idée c'est ça. C'était une sorte d'attentat permanent contre la vie intérieure. Alors à partir du moment, parce que c'est pas tout que le travail de l'inconscient ne se fasse pas, mais nous sommes peut-être rendus à un stade aussi où c'est le travail du conscient qui ne doit pas se faire. Et c'est les conditions de lecture, les conditions objectives pour être ou demeurer un lecteur mi-moyen. On va s'entendre là, on va s'adresser simplement au lecteur mi-moyen. On ne s'adresse pas au lecteur poids lourd. 100 livres et plus, de bons livres. Hein, peut se permettre de temps en temps un petit Houellebecq, mais pas trop souvent, ça gâte le goût. Et puis après ça, il faut lire 2-3 bons livres vite pour pas perdre cette capacité-là. Et contrairement à ce qu'on croit, être un bon lecteur, mi-moyen toujours, ça demande combien d'heures de lecture? Je me souviens pas où j'ai lu un père trappiste disait que pour devenir un champion de la prière et lire, c'est un peu la même affaire d'une certaine manière, ça prenait 10 000 heures de prière. Vous imaginez 10 000 heures dans le silence, dans à psalmodier des prières. Vous imaginez 10 000 heures sans bouger pour enfin devenir un champion de la prière, pour devenir un vrai priant, devenir un vrai orant. Alors on peut dire que ça prend la même chose pour être un bon lecteur. Il ne s'agit pas juste de savoir déchiffrer les signes sur le papier. Il y a beaucoup d'autres choses qui jouent dans l'acte de lire, qui est un acte qui engage toute la personne. Le corps, la posture du corps, le regard, la bouche, l'oreille, les yeux, l'être tout entier est sollicité par l'acte de lire. Et on ne lit pas pour passer le temps, on lit pour agrandir le temps. On lit pour faire de telle sorte que le temps, à l'instar de cet univers dans lequel nous sommes de toutes petites choses, eh bien, prend de l'expansion, que le temps se dilate, que le temps devienne non pas notre ennemi, mais que le temps devienne notre allié. Alors on lit non pas pour passer le temps, mais pour être avec le temps, pour faire corps avec le temps. Un temps
bonifié, un temps agrandi. De la même manière qu'on vit pour vivre une vie agrandie. Euh, Fabienne, ce matin, on discutait, bon, comme tous les matins, nous le faisons, elle disait, elle a eu ce merveilleux lapsus, elle a dit, au lieu de dire on fait ce qu'on veut, elle a dit on fait ce qu'on vaut. Vous vous rendez compte? On fait ce qu'on vaut. Eh bien, que valons-nous? Et sommes-nous encore capables de nous jauger? Sommes-nous capables de nous examiner? Sommes-nous capables d'exercer sur nous-mêmes un esprit à la fois critique et à la fois vigilant? Alors, contre le colonialisme numérique, c'est cette captation par les machines, par les écrans, qui sont anthropophages, qui sont cannibales, qui nous sollicitent de partout. J'ai dit dans une vidéo il y a quelques jours que le Canadien moyen, il y a 40 ans, passait 3 heures, passait 27 heures devant son téléviseur. Il y a 40 ans, il passait 27 heures devant son téléviseur. Eh bien, aujourd'hui, si on regarde les gens en plus dont le travail consiste à passer du temps devant un écran, ce qui est pas mal de gens aussi, eh bien, on doit s'approcher du 10 heures par jour. C'est sans doute 3 fois plus et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Pour des utilisateurs comme moi, parce que moi, on va dire, je suis un producteur de contenu pour employer leur terminologie, l'effet délétère du numérique agit pratiquement pas sur moi, ne mord pas sur moi parce que j'ai su protéger ma capacité de lire et les conditions objectives qui rendent la lecture possible, c'est-à-dire la mise en retrait du monde, le compagnonnage aussi d'autres lecteurs. J'ai de bons amis. Je sais que quelque part, nous nous rejoignons d'une certaine manière, presque télépathiquement. J'ai un bon ami qui a tout lu. Hein, il se reconnaîtra s'il lui arrive d'écouter mes vidéos, Robert Hébert. Il a tout lu, Robert Hébert. Eh bien, quand Robert Hébert me met sur la piste d'un lecteur, d'un auteur, eh bien, c'est sûr qu'il aiguillonne immédiatement ma curiosité. Et j'ai envie de suivre les traces là, dans la neige. J'ai pu observer que ça a un peu le même effet chez lui quand je me prends d'enthousiasme pour quelque chose. Eh bien, ça éveille sa curiosité. Alors, la mise en retrait, le silence, le compagnonnage discret de d'autres grands lecteurs, grandes lectrices, ces grands fauves en voie de disparition. Au fond, ça serait ça. La dernière bataille, là, je dirais, du système capitaliste, c'est l'occupation complète des esprits. C'est en fait la thèse qu'avance dès le départ. Mais comme je vous dis, il se défend d'être anti-numérique. Il évoque ces ouvriers anglais qui brisaient les machines au début du 19e siècle, parce qu'ils ils refusaient les avancées technologiques, le ludisme, n'est-ce pas? Euh, lui, Roberto Casati, je vais le lire. Hein? Aujourd'hui, j'ai réussi à vous parler pendant 13 minutes 41 minutes, 13 minutes, ouais, 41 secondes, d'un livre que j'ai pas lu, 20 pages. Mais est-ce que c'est important aussi de lire au complet tous les livres qui nous passent sous la main? Certains d'entre eux, on pourrait les lire 10 fois et jamais on réussirait à en épuiser le sens. Ce sont les grands livres, ça existe des grands livres encore, comme il existe encore des grands lecteurs. Et il m'apparaît que, bon, si les monastères de diverses confessions chrétiennes, des diverses branches de la chrétienté semblent en déshérence, eh bien, il est possible pour un laïc de créer, et ça, on n'a pas besoin d'argent pour ça, c'est ça la beauté, de la lecture. On n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de temps, et on a besoin de volonté pour se mettre à l'écart. Et se mettre à l'écart, et plus on sera nombreux à se mettre à l'écart, sans faire de vagues, discrètement, et qu'on va être capable de garder à la fois nos batteries inconscientes, c'est-à-dire fonctionner la nuit,
et de laisser nos réservoirs se remplir, hein, n'est-ce pas? Eh bien, nos réservoirs inconscients se remplir, eh bien, on pourra et continuer d'avoir une diététique de lecture appropriée. Moi, je calcule que ça prend à peu près, je veux dire, soyons généreux, entre 2 et 3 heures de lecture par jour. Ça devrait être suffisant pour se maintenir dans notre état de lecture. C'est pas juste de lire, c'est se maintenir dans un état de lecture, parce que l'état de lecture nous garde également éveillés au monde, même paradoxalement, même par sa mise en retrait, on est plus à l'écoute du monde. Et le numérique, en fait, le blabla numérique qui déferle, qui emporte tout, hein, et où il n'y a plus que des affects, finalement, des affects qui s'entrechoquent, qui se heurtent les uns les autres, eh bien, il faut pouvoir se retirer. Alors, il faudrait être capable d'avoir une distance critique à l'égard de ces appareils, prendre ce qu'ils ont de mieux à nous offrir et faire le tri. Alors demain, je vais vous parler vraiment de ce livre-là, mais je pense en deviner le contenu. Et ça va avec le lien que j'ai partagé sur ma page Facebook, un reportage de quelques minutes sur France Culture, où on parlait il n'y a plus le marché du livre, le marché de ce qu'ils appellent la lecture, la littérature complexe, est en pleine chute libre. Et ça, c'est à l'instar du marché, hein, du marché de n'importe quel marché. Vous produisez un disque, eh bien, c'est certain que votre disque ne marchera pas. Il y en a un qui va marcher sur 100 disques et il va tout rafler. Et les 99 autres vont se contenter des miettes. Et ce n'est pas nécessairement le meilleur qui va tout rafler. Ça peut être celui qui est simplement plus en phase avec l'heure du jour. Et l'heure du jour, parfois, ça ne dure pas longtemps. Et les 99 autres, que le public n'ira pas, ou en tout cas pas dans le grand nombre écouter, eh bien, vont tomber dans l'oreille d'un sourd. Il en est de même pour l'immense majorité des livres qui sont publiés en ce moment. Ils ne trouvent pas de lecteurs. Problème, on me dit souvent à la librairie, il y a trop de livres. Je réponds toujours, il n'y a pas trop de livres. Il n'y a pas assez de lecteurs. Et toujours cet article-là de France Culture, il disait que qu'il fallait que le danger, en fait, c'était la disparition des grands lecteurs. Ce que j'appelle des lecteurs de poids mi-moyen. Alors voilà, nous en sommes. Alors demain, je vous en parle, je vous en parler pour de vrai. Je vais le lire, je vais prendre un 2-3 heures pour le lire, tout en pressentant le contenu. Et puis, il s'agit... oui, il y a un passage où il revient beaucoup, en fait, une des charges de Robert Casati, c'est sur le vote en ligne. Alors là, évidemment, le vote en ligne, ça rend obsolète même la notion de démocratie. Une partie importante de cet ouvrage-là vise à démontrer que le vote en ligne, l'utilisation du vote en ligne pour la démocratie pourrait être une absolue catastrophe. On devine sans peine pourquoi. Alors, je vous remercie. Portez-vous bien. Connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein? Cette chaîne de résistance. Pas de résistance, c'est un mot que j'aime pas non plus. J'aime pas le mot de résistance. Quand on connaît vraiment le sens politique de ce mot-là, on n'en use pas. Je parlerais plutôt d'édification, peut-être, de construction, de digue ou d'établissement d'un château intérieur. Entourez-vous de livres et formez des petites communautés invisibles, silencieuses, amoureuses autour de cet objet qui est le livre et de son contenu, naturellement. Donc, ma chaîne YouTube, ma page Facebook et l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, atelier Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Merci et bonne journée à tous.